Jérémy, notre invité, nous disait à l'instant, c'est très détente. Bah oui, Bah oui, Jérémy. non, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans un fort où tu faisais des. Mais tu sais, Tu te souvenais pas? je n'ai aucune mémoire. La France s'en Fort souvient. Boyard. La France s'en souvient de ton Fort Boyard. On avait fait Fort Boyard tous les deux. Et j'avais été quoi? J'avais pas été très impressionnant, c'est ça? Je pense qu'il faut que tu changes de sujet. Tu sais que je l'ai fait ça. Attends, ne me dis pas, c'est celle avec l'armure. Si. Si, je crois que c'est L'armure de chevalier. Je crois. Ouais. Où je fais, Attends. je fais une course avec un gars qui est en armure comme moi et Attends, parce que moi aussi je l'ai fait 5 fois, donc je me je souviens. suis à peine parti qu'il a fini. Je crois que c'était avec toi. Moi, il me semble, j'avais oublié ça. le souvenir que j'ai, c'est des moments où on Gênant. s'est dit ah, on s'y attendait pas, et des moments où on s'est fait ah ouais, on s'y attendait. Je pense qu'il y a eu des deux. Il y a eu des choses très réussies et des choses moins C'était réussies. notre première rencontre et je crois que tu n'as pas été impressionné par ma performance en fait. Si, moi j'ai été impressionné par ton courage. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup de talent, mais il donne ce qu'il Non. a. Déjà, quand tu reçois l'invitation de Fort Boyard, dire j'y vais, c'est déjà courageux. Parce que les gens ne savent pas à quel point, en vrai, vraiment, on se fait mal, on se Mais blesse. c'est et vrai. tout, hein. On se fait Tu sais, vraiment moi, mal je n'y chez vais Fort plus. Boyard. Je l'ai fait 5 fois, Jérémy. Ah non, mais c'est pareil, je l'ai fait 5 fois, là, j'y vais plus. Et bah pareil, je ne veux plus. Ah, la dernière fois, je me suis foulé la cheville et tout. C'est trop. Ouais, En c'est fait, on se rend pas compte, mais on se blesse. On se blesse pas un peu. mal. Toi, c'est pareil, c'est fini. Ben, moi, la dernière fois, en fait, j'ai vraiment pas eu de bol. J'avais une pièce, tu sais, où je devais tout casser, arriver à un espèce de trésor au fond, là, enfin, à la clé, ou je sais plus ce que j'allais chercher, du temps, je sais plus. Sors. Et je casse tout. Et tout va bien, j'ai le truc, j'ai le temps de ressortir. Et il y a une échelle pour ressortir, et il balance de l'eau sur l'échelle. Et en fait, du coup, mon pied a glissé, et clac, sur la cheville, en double entorse. J'ai dit, bon, allez, c'était ma dernière, là, parce que... Tu sais que si on annonce là maintenant qu'on serait prêt à le refaire ensemble, là, la prod de Fort Boyard va nous appeler instant. Parce que des clients comme nous, tu sais, qui donnent tout, Qui se blessent, qui tombent. Moi, toi, je suis sûr qu'on t'a réinvité plein de fois depuis. Oui. Voilà. Mais là, en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, mais bon, si je me fous de la cheville, ils sont gentils. En plus, c'est toujours en juin. Moi, j'ai un mois de vacances, c'est l'été, c'est au mois d'août. À chaque fois, j'arrive au mois d'août. Et puis toi, tu as des chaque fois, je tournées, sors. des tournages, donc toi aussi. tu te dis... Bon, là, oui. t'es assis, ça va? Oui, mais... tu vois. Écoute, creusons l'idée, parce qu'à mon avis, si on dit aux gens je crois que c'est ALP, la boîte de prod, si on dit aux gens de Fort Boyard, bon les gars, on est partants, on veut bien le faire tous les deux, et c'est instant. Oui, mais à quel moment on est passé de se dire depuis 10 minutes qu'on voulait pas le refaire à lancer un appel à la prod pour qu'ils nous refassent une émission ensemble? Parce qu'en fait, on est en train de se souvenir que c'est une émission où tu te fais mal, mais non, l'émission est quand même top. Non, on rigole. Et alors, ce qui est génial avec Fort... Putain, on est en train de faire une spéciale Fort Boyard. Non, ce qui est super avec Fort C'est ça qui est bien Boyard, sur Twitch. c'est que il te casse pas la magie. Ça, je dis ça aux gens qui aiment bien l'émission. Moi, j'aimais bien l'émission, je la regardais depuis que je suis tout petit. Oui. Et je regrette qu'Olivier Mine soit parti parce que c'est un mec adorable. Mais, mais quand tu arrives dans l'émission, ils arrivent à te conserver la magie. C'est-à-dire que tu vois un peu les coulisses. Ils te mais montrent pas trop les coulisses. Non. Ils te mettent de côté. Ouais. Et en fait, tu vis l'émission comme quand tu la vois à la exactement. télé. Ça, c'est vrai. Et en vrai, l'émission est incroyable. Quoi. Non, mais l'émission est super. Sauf la cuisine. La cuisine. Bah, Willy Rovelli, tout Ah ça, non, les ça, plats, c'est pas là. possible. C'est pas possible, Non, ça. non, ça, c'est pas Pardon, possible. on oublie tout. Après, j'ai fait Hot Ones. Hein. Donc, depuis, je regrette oui. Willy Rovelli. Ah ouais, ça, c'est incroyable. T'as fait Hot Ones? Non, je veux pas. Oh, bah. Je veux pas. Ça va être marrant à faire. Ah non, pas du tout. Ça, non, c'est pas marrant. C'est pas marrant le jour, c'est pas marrant une heure après, et c'est pas marrant le lendemain matin. Jérémy, en fait, le concept de l'interview, là, c'est très simple, c'est ta vie, ton œuvre. Je vais partir mais de ton enfance, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, et je vais teaser un peu l'aujourd'hui dont on parlera à la fin, parce que l'aujourd'hui, c'est quand même ton premier film en tant que réalisateur. Je dis pas de bêtises, c'est le premier film que tu réalises. Réalisateur. Hein. Donc c'est le 11 mars, c'est dans 15 jours. Ouais. Voilà. Les Cadors. Les cadeaux. Je l'ai vu, parce que Happy Few, tu sais, journaliste avant-première, voilà, j'ai ri comme une baleine. Pour moi, alors ma définition, mais chaque spectateur va avoir sa définition, c'est un film totalement what the fuck. Ah oui, bah, il était hors de question que j'arrive au cinéma. T'es d'accord avec cette définition? Et puis pour moi, c'est un vrai compliment parce que... qu'à chaque scène, tu dis « Oh non !» Ah ben c'était le but. Non mais je voulais pas faire une comédie... en fait, je me suis pas pris la tête pour imposer un univers si différent sur scène pour arriver ou à la télévision et puis arriver avec un film consensuel. C'était pas possible, tu vois. Donc il était hors de question. Ça a pris un peu de temps à financer d'ailleurs, parce que quand les mecs ont reçu le scénar, ils ont dit OK. Vous êtes sûr? On est bien sûr que ton public, il aime tout ce que tu fais, même au cinéma. Ça a été un petit délire, mais je suis fier du résultat parce que j'ai réussi à imposer ce style-là. Et pour le coup, là maintenant, j'ai de la chance parce que ça fait 3 semaines que je suis en avant-première.
dans toute la France, etc. Ça se passe bien Ça se Ça se passe bien. hyper bien. Le public réagit bien. Ouais, et ça, c'est un vrai Parce que bonheur. parce que- l'humour, c'est toujours. Tu te demandes toujours à l'avance si ça va marcher. Oui, pas bah, marcher. forcément, tu te demandes. Alors après, bon, ça fait quand même des années que je fais ça, mais c'est vrai que c'est la première fois au cinéma. Et quand j'entends les vagues de rire dans la salle et les exploitants Ah, tu sais, cool. des salles qui me disent, tu sais, qui arrivent, ils Ah, font, cool. les gens sont morts de rire et tout. Et ça, c'est vraiment le truc qui ressort, c'est on rit vraiment du début à la fin, on se marre, on se marre, on se marre. Donc c'est vraiment un Mais bonheur, quoi. on va garder un bon gros morceau à la fin de notre échange pour parler du film. On regardera la bande-annonce Avec aussi. plaisir. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre petite idée. Et on parlera, parce que c'est important, de ce premier film en tant que réalisateur, parce que c'est encore un nouveau métier, nouvelle corde à ton arc. Est-ce que tu viens le 2 mars à l'avant-première au Grand Rex? Bah, je l'ai déjà vu. Je suis réinvité. Bien sûr. Je vais venir avec mon épouse, par exemple. Écoute, Bien pourquoi sûr, pas avec ton épouse, bien Pourquoi, ouais. Hein. Il est bon de rire. Surtout en ce moment, vu l'actu. Je sais pas si tu regardes l'actu. Jérémy, avant de démarrer sur ta vie, ton œuvre, est-ce que c'est pas chiant la promo? Tu vois, je sais que tu es quelqu'un qui est cash, quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Non, Et là, tu es en promo. Donc là, moi, j'ai le bonheur de te recevoir, par exemple, et je suis super content. Mais tu vas être amené sans doute à répéter plein de choses sur est-ce que c'est chiant? Franchement, non, parce que comme c'est le film, c'est un nouveau challenge. Ça peut parfois être... tu sais, des fois, ce qui est un peu chiant, c'est que quand... ça peut arriver que ce soit chiant, mais tu sais, des fois, les tournées, tu les fais de spectacle, tu les fais pendant 2 ans ou 3 ans. Et des fois, du coup, tu commences la promo et après, 1 an après, tu refais de la promo. Ah oui. Ok. Et après, tu refais de la promo. Et c'est vrai que du coup, tu as tendance, quand ça fait 2 ans que tu tournes et qu'on te repose les mêmes questions que quand tu as démarré la tournée, là, ça peut être un peu rébarbatif. Mais franchement, là, sur le film, non, parce que je suis tellement content, tellement excité, tellement angoissé, tellement stressé, il y a tout qui se mélange. Donc du coup, là, je découvre, c'est comme si je redémarrais la promo à zéro, tu vois. Et puis ça dépend du talent de l'intervieweur. Et comme là, il est excellent. Ah, quand je démarre avec Bien sûr. Samuel Etienne, on est quel jour, là? 20, je sais jamais. 25 février. Oui, mais c'est Mercredi. quel jour on est mercredi. Jour de sortie ciné d'ailleurs. Donc c'est pile, Ouais. dans 2 semaines. Ouais, exactement. Ah, ça y est, je suis Et angoissé. d'ailleurs, moi, ça fait 2 jours sur ma chaîne, je dis ouais, le film de Jérémy Ferrari qui sort mercredi, parce que je m'étais dit mercredi sortie ciné. Et je me suis rendu compte hier que non, c'est le mercredi dans 15 jours. Ah, ils peuvent essayer de le voir en avant-première, il y en a un petit peu partout en C'est vrai France. Mais, Ok. mais c'est le 11 mars au cinéma. Bon, Jérémy, ta vie, ton œuvre. La question que je pose à chaque fois à mon invité, c'est le 30e MVP. C'est quand quelqu'un te rencontre dans la rue et il se trouve que il regarde pas la télé, il regarde pas le cinéma, il sait pas qui tu es. Comment tu te décris? C'est-à-dire, tu dis que tu fais quoi dans la vie? Ouais, je me décris rarement à des inconnus qui me croisent dans la rue et qui ne savent pas qui je suis. Ouais, mais non, Moi, j'arrête rarement les gens en disant « vous me connaissez ?» Non, alors je vais vous expliquer qui quand je même. suis. Non, mais je sais J'ai pas, rarement t'es fait invité ça. à une soirée d'amis d'amis, tu vois, et à un moment, tu as quelqu'un qui est vraiment hors du truc et qui te dit, mais au fait, tu fais quoi dans la vie? Ah bah je dis toujours que je suis Comédien humoriste. Non, je dis que je suis humoriste. Humoriste. Je dis que je suis humoriste et comédien, ouais. Moi, je dis toujours ça, humoriste et comédien. Est-ce que c'est une vocation? C'est-à-dire, est-ce que ce métier, à part d'humoriste et de comédien, est-ce que tout petit, tu y penses? Ouais. Ouais. J'ai voulu faire ça. En fait, ma mère regardait les VHS. Je connais. Oui, je sais. Et ça me rappelle qu'on a un point commun et ça me rappelle que je vieillis. Non, mais ma mère regardait elle était fan de Palmade, Robin, etc. Donc je regardais ça à la télé et quand je les voyais jouer sur scène, je trouvais que c'était presque de la magie. Tu vois, parce qu'ils parlaient à des personnages qui n'existaient pas, ils faisaient rire les gens avec. Je disais, mais comment ils font ça? Tu vois, ils sont à table, ils font semblant de parler à des gens à droite à gauche, ils sont tout seuls et tu vois les gens. Et je trouvais ça extraordinaire. Et après, j'ai découvert des proches des Coluches. Et là, j'ai compris qu'on pouvait faire la même chose en étant un peu méchant, un peu dans l'humour noir, la provoque, Caustique. un peu caustique. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et t'as quel âge quand tu te dis tout ça? J'ai C'est- 11-12 ans, j'ai. C'est tôt. Ouais, c'est très Ok. tôt. Mais après, j'ai démarré sur scène. Après, j'ai fait du théâtre et j'ai démarré sur scène en semi-professionnel, donc avec un spectacle complet, etc. J'avais 16 ans et j'arrive à Paris. Je quitte les études et j'arrive à Paris, j'ai 17 ans. Mais on va en parler, mais l'enfance, c'est Charleville-Mézières. Ouais. Mais est-ce que. Alors, je vérifie toujours mes infos. Ouais, vas-y, Parce vas-y. que parfois, tu colles des infos. Oui, non, mais je corrige. Tu as vécu un peu en Belgique ou pas? Non, c'est parce qu'en fait, j'étais Voilà. frontalier. C'est ça. Mais t'es bien. L'enfance, c'est à Charleville. non? Ouais, mais c'est très proche de la C'est très Belgique proche. et c'est vrai que avec nos amis belges, on faisait souvent des allers-retours. Tu vois, enfin, c'était très très proche, donc on allait régulièrement en Belgique pour sortir, pour faire la fête, pour aller manger au resto, pour se balader. On faisait de la Belgique, c'était juste à côté, quoi. Tes parents sont pas du tout dans des métiers artistiques. Ah non, pas du tout. Ils sont dans quoi? Non, mes parents, ils avaient au départ un petit commerce d'alimentation Voilà. dans le quartier, dans un quartier de Charleville-Mézières dans lequel j'ai grandi. Et après, le magasin a coulé. Il y a un Lidl qui s'est ouvert en face. Bon, une histoire un peu tristoune. Ok. Et ils ont tout perdu et ils sont partis dans le sud de la France parce que là-bas j'avais de la famille Uh-huh. et donc pour avoir un nouveau point de chute. Et mon père, là, il était agent de sécurité. Là, il vient d'être à la retraite là depuis. Il est à la retraite. Je suis très content. Alors félicitations. Il y a 2 Ça, semaines. Il est à la retraite depuis 2 semaines. C'est quoi son prénom? Il s'appelle Fabrice. Fabrice. Alors Je l'ai vu hier. Profitez bien.
Je l'ai vu hier avec ma maman parce qu'ils sont venus à une des avant-premières là, qu'il y avait dans le sud. Justement, j'étais à Martigues hier. Et ma maman, elle travaille dans une boulangerie. Elle va pas tarder à être à la retraite non plus. Hein. J'ai des parents très jeunes. Parce qu'ils m'ont eu à 20 ans, j'en ai 40 et ils en ont 60. Donc ils sont très jeunes. Ferrari, c'est le nom de jeune fille de ta maman. C'est le nom de ma maman. Et c'est devenu ton nom de scène. Ouais, parce qu'en fait, mon père... en vrai, c'est mon père qui m'a dit de prendre le nom de ma mère. Parce que le nom de mon père, c'est Larzilière. C'est dur à prononcer, c'est dur à écrire. Ah, oui. C'est pas particulièrement joli, c'est pas moche, mais bon, voilà. Et c'est vrai que Jérémy Ferrari, ça se retient plus. Il y avait une évidence, quoi, tu vois. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est la voiture et tout ça. Puis après, je me suis dit, c'est mignon que ce soit ton papa qui te fasse cette proposition. Ouais, mais parce que je pense qu'il savait que j'avais un peu envie. Peut-être ma mère, elle lui en a parlé, puis elle lui a peut-être dit, ouais, peut-être Jérémy, il n'ose pas. Et un jour, elle me dit, mais prends le nom de ta mère. Elle dit, il est beaucoup plus beau. C'est Jérémy Ferrari, ça sonne bien, c'est chouette. Donc j'ai dit, allez, je prends ça. Et tes parents qui évoluent pas dans un milieu artistique, quand le petit Jérémy leur dit, moi je vais être comédien, je vais être humoriste, quelle est la réaction et comment ils t'accompagnent? Est-ce qu'ils sont OK? Est-ce qu'ils te... Tu vois? Alors, ça passe par une... Il y a un parallèle qui est vraiment le chaos scolaire. Parce que tu vois, c'est-à-dire que... Je sais. Il y a un parallèle, c'est-à-dire que je commence le théâtre, mes profs disent à mes parents, il est vraiment doué, machin. Je rencontre un mec qui s'appelle Bruno Nion, qui est le directeur du théâtre de Charleville, qui commence à me donner des cours particuliers gratuitement parce qu'il m'a repéré en cours de théâtre. Qui est important pour toi, je crois. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a commencé à me dire, t'es doué pour ça. Et donc, si tu veux, et à côté, mon parcours scolaire est totalement catastrophique. Donc mes parents sont très embêtés parce que je suis très très mauvais à l'école, mais je suis pas un mauvais garçon. J'ai du caractère, mais je fais pas de bêtises. Et je suis passionné par le théâtre et j'arrive pas à m'impliquer à l'école. Donc en fait, ils sont très embêtés parce qu'ils peuvent pas m'engueuler parce que et plus ça avance et plus on dit il est bon au théâtre, il est bon au théâtre, il est bon au théâtre et l'autre côté il est vraiment mauvais à l'école, il est mauvais à l'école, il est mauvais à l'école. Donc ils sont un peu embêtés. Et je fais un premier one-man show, j'ai 16 ans et demi. 16 ans, ouais. Ouais, 16 ans, ouais, t'as raison, c'est 16 ans. 1h30 avec des sketchs à moi, des sketchs de reprise. Que tu fais où le one-man show? Le premier, c'est au théâtre de Charleville. Et d'ailleurs, je devais le jouer au foyer du théâtre, là où on faisait l'école de théâtre. Et puis finalement, il y a plein de réservations, parce qu'il y a un petit buzz autour de ce gamin de 16 ans qui fait un one, tu vois. Et ils me mettent dans la grande salle du théâtre. Et donc, je joue devant 500 personnes. Et de là, je vais commencer à jouer un peu partout dans la région. Donc, j'ai 16 ans et demi. Donc, je fais déjà des soirées dans des petits théâtres. Alors après, j'ai fait des maisons de retraite. Oui, parce que avant le one man, les vannes qui composent le one man, peut-être que tu les testes avant. Et effectivement, tu vas les tester, je crois, dans des bars, en fait. Alors, dans des bars, même des maisons de retraite. Non, il n'y a pas ça. Non, en fait, j'ai pas de test. Parce que je suis dans une toute petite ville. Il n'y a pas de comédie club, il n'y a pas tout ça. Je suis à Charleville, il n'y a rien, tu vois. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de... Ah, il y a des bars. Ça, il y a des bars. Des bars, il y en a. Mais quand je vais dans les bars, c'est rarement pour tester les vannes. Donc, c'est très important, le réseau de bars. Dans des bars, il y en a plein. Très important. Mais non, je ne vais pas tester. En fait, j'écris vraiment des sketchs. Non, en fait, je trouve un agent local à l'époque qui me met sur tous les trucs, quoi. Donc des fêtes de village, des maisons de retraite. Avec ton one man. Avec un one man, mais c'était absurde. J'étais dans des maisons de retraite avec vraiment 50 vieux devant moi, dans des fauteuils roulants avec des béquilles et tout, et je jouais des sketchs d'humour noir sur les incinérations et les cercueils. Est-ce qu'ils riaient? Ben non, ils riaient. Ils riaient pas. J'étais en train de leur prédire leur semaine d'après. C'était pas horrible. Parce que moi, j'avais déjà des sketchs d'humour noir, mais tu sais, j'avais 17 ans, je faisais des sketchs d'humour noir très basiques. Donc l'enterrement, l'incinération et tout. Et donc, j'étais devant des vieux. Est-ce qu'il y a des vidéos qui existent de ça? Ah ouais, non, il n'y a pas de vidéo. Incroyable. Jérémy, de t'avoir à 16 ans avec un public d'EHPAD et tu fais des blagues sur l'incinération et les mecs rient pas. Il faut que cette vidéo existe. Elle n'existe pas. Elle est là. Oh, c'est dommage. C'était horrible. T'imagines si t'avais ça à offrir à l'humanité aujourd'hui? Mais le truc, il deviendrait viral. Mais ce serait énorme. C'est vrai. Ce serait énorme. T'as raison sur la vidéo. Ça n'existe pas. Mais non, j'avais 16 ans en plus. Petite VHS. C'était il y a un moment quand même. Donc non, il n'y a personne qui a filmé ça. Il n'y avait même pas de portable encore avec des caméras. C'est dommage. Bon, écoute, ça n'existe pas, Mais c'est très formateur. Je veux dire, après, t'as plus peur de rien. Après, un comédie club dans le 17e, je veux dire, ça te fait pas peur. Hein. Une fois que t'as fait ça, il n'y a plus rien qui te fait peur. Et donc, je t'ai interrompu. Tes parents, donc tu me disais, l'école, ça se passait pas bien, le théâtre super bien. Donc, à un moment, ils vont se faire à l'idée que ça va être ta carrière. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux trucs. C'est que je refais un rhume des foins, là, il fait 20 degrés, je n'arrête pas, j'ai les yeux qui J'ai le même souci en ce moment, il y a des trucs, je sais pas si c'est rhume des foins en février, c'est vraiment... Il n'y a plus de saison, Jérémy. Non, il n'y a plus de saison. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, donc l'école, ça se passe vraiment pas bien. Et je commence à faire un rejet, donc je me fais virer de ma troisième, j'ai un petit problème avec un professeur de mathématiques, donc je me fais virer de la troisième, je me retourne dans un autre collège, ça se passe pas bien. Enfin, il y a tout qui est chaotique. Et
En parallèle, je commence à faire des spectacles, etc. Et ma mère, à l'époque, me dit, fais l'audition des cours Florent. Oui. Et donc, à l'époque, tu vois, quand tu fais cours Florent, c'est comme si tu étais pris... j'ai un peu désacralisé maintenant, j'ai beaucoup de respect pour les cours Florent, mais... Un peu une grande école, quoi. Oui, à l'époque, on avait vraiment l'impression que si tu faisais les cours Florent, c'est forcément que tu allais réussir, ce qui n'est pas forcément le cas. Même si c'est une bonne école, c'est pas si simple. Mais ma mère était assez maligne, parce qu'elle savait qu'on ne pouvait pas être pris au cours Florent en étant mineur. Mineur. Et toi, je spoil, eh ben, tu vas être pris. Je vais être pris. Et du coup, ma mère, en plus, je lui fais une vanne parce que je l'appelle et je lui fais croire que je ne suis pas pris. Donc, elle fait semblant d'être triste. Et après, je lui explique qu'en fait, je suis pris. Et là, elle fait semblant d'être contente. Et là, on a un rendez-vous avec mon professeur principal de mon lycée. Et en fait, ma mère, elle essaye de me négocier d'aller au moins jusqu'au bac. Ouais, le classique. Le classique. Au moins, passe ton bac. Sauf que le professeur principal n'est pas au courant du deal avec ma mère. Et le professeur principal, on fait une réunion et il lui dit « Mais de toute façon, c'est quoi le projet? Parce que là, vous me parlez du bac, mais de toute façon, avec le bac, maintenant, on fait rien. » Et donc, moi, je lui dis « Bon, bah attends, si avec le bac, mec, il torpille le projet maternel. Ah, donc, quel enfer. Donc, avec le bac, on fait rien d'après le professeur principal. Bon, et moi, je suis pris au cours Florent. Et donc, du coup, mes pourquoi ils parents t'ont me pris au laissent cours partir. Florent? C'était exceptionnel. Bah, enfin, pourquoi? Parce que j'ai du talent, Samuel. Mais c'est génial. Et attends, du coup, c'est exceptionnel, donc il faut une autorisation En fait, parentale. le directeur de l'école m'a trouvé super à l'audition et il m'a dit, écoute, je suis prêt à faire une exception, mais il me faut une autorisation parentale. C'est ça. Et donc, j'ai eu l'autorisation parentale. Et puis, tu avais de la bouteille déjà, parce que tu avais ton one man. En fait, ouais, puis j'avais hyper bien préparé mon audition, puis j'étais passionné, j'avais vraiment envie de faire ça, et j'ai tout donné, et ça a fonctionné. Il y a du théâtre à l'époque. Si, il y a une pièce notamment dans laquelle tu vas jouer un rôle important. Ouais, je vais faire 2 chaises vides. 2 chaises vides. Où j'interprète Arthur Rimbaud, c'était extraordinaire. C'est Rimbaud et Van Gogh. Ouais, c'est un monsieur qui s'appelle Bertrand Mathieu, qui est le plus gros traducteur de Rimbaud aux États-Unis, qui est notamment ami avec Patti Smith, qui est fan de Rimbaud, etc. Donc c'est tout un réseau comme ça, parce que Rimbaud est très apprécié aux États-Unis. Et Bertrand Mathieu, donc c'est un Américain, qui est tellement fan de Rimbaud qu'il est venu habiter à Charleville. Incroyable. Et il a écrit une pièce qui est formidable entre Van Gogh et Rimbaud. Parce qu'en fait, quand Rimbaud a 19 ans, il habite à Londres, il a arrêté d'écrire déjà, parce qu'il a arrêté d'écrire, il avait 17-18 ans. Très tôt. Il a un gros chagrin d'amour avec un mec qui s'appelle Germain, il était très amoureux, le mec le quitte. Et donc à partir de ce moment, il n'écrira plus jamais. Et Van Gogh, lui, il en est à un autre moment de sa vie, il n'a pas commencé à peindre. Il travaille dans la boutique d'art de son frère, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est son frère. Et il n'a pas encore peint un tableau. Et Van Gogh, lui, est très extatique, très religieux, très croyant, et très la vie est formidable. C'était un mec plein de vie. Et en fait, on s'est aperçu que Rimbaud et Van Gogh habitaient dans la même rue à Londres. Et qu'au milieu, à équidistance, il y avait un bar. Et comme on sait que les deux aimaient bien l'absinthe, en tout cas Rimbaud, Bertrand Mathieu a imaginé la rencontre entre Rimbaud, qui a abandonné l'écriture, qui ne croit plus en rien, qui est complètement cynique, qui est extrêmement dur, qui peut même être violent. Hein. Rimbaud, c'était un mec qui était dur, quoi. Il se battait. On a les images, regarde. On a les images. Ah ben voilà. Ah ben oui, ben voilà. Attends, c'est toi, là? Ouais, c'est moi. T'as quel âge? 20 ans, 22 ans. Ok. Et Van Gogh, lui, est donc à l'inverse. Et en fait, tu vas voir, au fur et à mesure de la conversation, les deux confronter leurs idées, leur vision de la vie. Et tu vas voir Rimbaud qui, petit à petit, éteint Van Gogh. Tu vois, il lui retire tout espoir au fur et à mesure. La pièce est incroyable. Mise en scène de Bruno. De Bruno C'est Bruno qui avait... dont tu nous as parlé tout à l'heure, ouais. Qui était le directeur du théâtre de Charleville-Mézières. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit que c'était quelqu'un qui avait compté pour toi. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un mentor ou est-ce qu'il a fait partie des personnes vraiment... Mais c'est mon papa de théâtre. Ah, d'accord. C'est comme un membre de ma famille. Je l'aime vraiment comme un membre de ma famille. Et surtout, mes parents, avant de me laisser partir, vont aller voir Bruno. Ils vont lui dire... Est-ce qu'on peut laisser partir notre fils? Bruno, c'est une responsabilité énorme. Pas le bac, 17 ans, est-ce qu'on peut laisser partir mon fils? Parce que le cours Florent, c'est à Paris. Ouais. T'es mineur, tu es tout seul. Ouais. Ok. Et Bruno va dire, écoutez, laissez-le partir. Je crois vraiment que ça va marcher. Et Bruno dit lui-même qu'il avait déjà, il était professeur depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années, et il n'avait jamais pris le risque de dire à des parents laissez partir votre enfant, mais il était convaincu que ça allait marcher. Donc il a dit laissez-le partir, je suis sûr que ça va marcher. C'est une belle histoire. Ouais, c'est joli. Du coup, tu arrives, mais t'es mineur à Paris. Ah oui, j'habite à Noisy-le-Sec, on reprend un appartement à Noisy-le-Sec dans le 93. Et j'ai 17 ans, et c'est marrant parce qu'on en a parlé hier avec mes parents que j'ai croisés sur des avant-premières. Et on reparlait de ce moment parce que j'avais un cousin qui était là et tout. Et il y a la femme de mon cousin qui a dit mais
tu devais être vachement triste à 17 ans de vivre tout seul. Je dis absolument pas, non. Vraiment, mais je me rappelle ma mère qui part de l'appartement en me disant ça va être dur de vivre tout seul. Elle a fermé la porte, mais best life. Mais pas du tout dur. J'étais... Non, mais c'est horrible pour elle parce qu'elle l'a mal vécu. Mais pardon, mais moi... Mais est-ce que c'était Best Life parce que justement, cours Florent, donc tu nous as expliqué ton rapport compliqué à l'école avant, Ouais. mais là, on est dans le cadre C'est d'une la école. liberté. Mais est-ce que tu vis ta meilleure vie au cours Florent? C'est-à-dire, est-ce que subitement tu te dis, je l'avais pressenti ado, mais ma vie, elle est là, je vais jouer toute ma vie. En fait, et c'est une évidence, c'est ça? C'est même pas, très sincèrement, c'est pas ça. Non? Ce qui se passe, c'est que je me sens juste libre. Je vais plus à l'école. Et l'école, pour moi, c'était une souffrance quotidienne. Tu sais pourquoi d'ailleurs Je pense l'école, c'était à ce point compliqué? Est-ce que c'est un rapport à l'autorité? Il y a un rapport à l'autorité qui était très compliqué. Tu avais besoin de comprendre la légitimité d'une autorité pour... La légitimité. Alors, déjà, il y avait ça. Et en fait, il y avait besoin de comprendre pourquoi on m'apprenait des choses. Ok. En fait, je ne... Tu vois, par exemple, je m'étais pris la tête une fois, je me rappelle, sur un bouquin de Boris Vian, où on avait fait une analyse de texte. Je ne sais plus sur quel bouquin de Boris Vian. Oui. Et il y a un... Bon, c'est vieux, je me souviens plus bien, mais il y avait une histoire avec Boris Vian où il avait un personnage imaginaire et la professeure avait une analyse de ce personnage imaginaire. Et moi, j'étais pas d'accord avec son analyse, mais on a le droit d'avoir... Bah oui. On a encore le droit de penser autre chose. Oui. Ça reste subjectif, tu vois, c'est un bouquin. Et je me souviens très bien qu'elle m'avait mal noté alors que j'avais hyper bien argumenté mon truc. Et j'étais allé, je me rappelle, j'étais allé au CDI pour trouver des exégètes de Boris Vian qui cautionnaient ma version. Et j'étais allé la revoir en disant, ben voilà, vous m'avez mis une mauvaise note et lui, il dit la même chose. Bah oui. En fait, tout me rendait zinzin. J'avais l'impression qu'en fait, on mâchouillait une pensée à ma place et tout. Et j'avais l'impression qu'on essayait de contrôler ma pensée. Ça me rendait fou, en fait. Tu vois, et donc, il y avait des profs avec qui ça se passait super bien parce qu'ils me laissaient une certaine liberté. Et dès qu'on était trop dans des carcans, dès qu'on me forçait à penser quelque chose, j'étais en rejet total, quoi. Et donc là, la liberté. Liberté, je dois travailler à côté, mais ça me pose zéro problème, tu vois. Donc, je commence à bosser à 17 ans. J'ai du mal parce que je suis mineur. Mais à partir de 18 ans, je commence à travailler. Tiens, puisque tu parles de petits boulots, là, je vais te montrer un truc qui est ton CV qui est en train de se construire. Parce que pendant que tu parles, on construit ton CV. Tu n'en as pas besoin. Comme toutes les personnes publiques, ton CV, il est devant nous. Mais on a un CV qui va apparaître, qui est en train de se construire, qui va se remplir au fur et à mesure. Voilà, c'est le curriculum vite fait. Voilà, jolie photo. Tu vois, il y a déjà ton film là. Profession, humoriste, comédien, bien sûr. École Ludus. Ah ouais, ça c'est mon école de théâtre, cours Florent. Tu vois, on est pas mal. Voilà, ça va se remplir. On est pas mal. Bruno Nion. Comme ça. Ah oui, le fameux Bruno. Ouais, Bruno Nion. Et donc... l'affiche, c'est l'ancienne, c'est pas la nouvelle, mais c'est l'affiche du film, et vous en avez une nouvelle maintenant. Parce que, allez, avec les 3 têtes qui sortent du sable. Ça, c'était l'affiche qu'on a sortie pour les avant-premières, et maintenant, il y a l'affiche officielle qui est sortie. Il y a une nouvelle, là? Avec les 3 têtes qui sortent du sable, vous le trouvez. Ils vont la trouver, ils sont très forts. Parce que là, en fait, ça marche très tôt pour toi. Parce que très tôt, là, tu parlais de la pièce de théâtre, tu avais à peu près de 20 ans, 19 ans. Tu te fais remarquer, tu enchaînes les projets. Prix du public festival Top in Humour, tu as 19 ans. Ouais, alors là, c'est le seul festival qui m'a pris... Ouais. Seul festival qui m'a pris de toute ma vie et j'ai gagné. Bon, tu as une opportunité chez M6. Mais ça dure une semaine. Drôle, ça. On va y revenir. Mais on va parler de petits boulots parce que ça dure une semaine, c'est ça qui est drôle. Et puis, tu as 2 chaises vides aussi. Donc, plein de choses. Mais souvent, matériellement, ces métiers, au début, c'est compliqué. Donc, petit boulot. Ah, mais bien sûr, parce que là, tu vois, le 2 chaises vides, c'est une pièce qu'on joue de temps en temps. Ça me permet absolument pas de vivre. C'est tout petit. Et donc là, je vais enchaîner les petits boulots. Alors là, les petits boulots, je vais vraiment tout faire. Là, j'ai fait... Alors, j'ai fait... Tu aurais dû aller bosser dans les EHPAD, tu connaissais déjà le public et tout. J'avais pas les compétences, j'avais pas les diplômes. Non, mais j'ai fait groom, j'ai fait de la sécu, j'ai fait du déménagement, j'ai vendu des chemises, j'ai bossé dans une boutique de fringues à Rony 2 parce que c'était pas loin de chez moi. T'as été prof de judo? J'ai été prof de jujitsu, ouais. Ah, non, pardon, toi, tu es ceinture noire de judo. Ouais, et de jujitsu. Les deux? Ouais. Ah, ok. Et je sais, oui, prof de jujitsu. Ouais, j'étais prof de jujitsu. Ceinture noire dans les deux. Ouais. Okay. J'ai fait prof de jujitsu. J'ai fait tout. J'ai fait tout. Après, j'ai bossé chez Orange. Après, j'ai menti sur mon CV. Parce qu'au début, j'avais dit que j'avais pas le bac. Et un jour, je dis, mais en fait, mais qui va vérifier ça? Personne. Donc, j'ai mis que j'avais le bac. Et du coup, quand j'ai menti, j'ai pu rentrer chez France Télécom. Et après, j'ai menti encore un peu plus. Et là, je suis rentré chez Orange. J'ai dit que j'avais fait Polytechnique, l'ENA. Et là, je suis devenu ministre de l'Intérieur. Le bac, personne ne vérifie. Hein. Ben non. Bah. Et donc, en fait, j'ai menti, j'ai mis bac +2. Et du coup, j'ai commencé à passer des entretiens. Et voilà, et j'ai été pris. Mais en fait... J'ai vite compris, hein, parce que quand tu sais, la chose que j'ai fait le plus, c'était surveiller, c'est de la sécu, donc je surveillais des parkings, je surveillais des bus. Quand tu surveilles des bus à Aubervilliers à 2h du matin,
l'hiver, Tu te dis, pour 8 € de l'heure. T'es comme ça, tu fais, il faut vraiment que je trouve une solution. Et si je montais sur ce CV, parce que tu as bien le temps de réfléchir à ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et j'ai menti sur le CV et ça a très bien marché. Je crois que j'ai même eu un prix. J'ai été meilleur vendeur France chez Orange la première année où je suis rentré. encore un prix. J'étais mieux payé que mon manager. Attends, encore un prix parce que on parlait du festival tout à l'heure. Ouais, j'ai eu top humour et meilleur vendeur chez Orange. Mais tu sais ce que ça m'a donné, le meilleur vendeur chez Orange? C'est qu'en fait, ils m'ont payé un voyage. Et c'était la première fois que je voyageais. Sérieux? Ouais. C'est la première fois que je voyageais en dehors de France. le... C'est grâce à Orange. Et je crois que j'avais gagné un voyage en Crète, je crois. Et en plus, c'était dans un palace et tout. Ils n'arrêtaient pas de me virer du resto parce que j'arrivais en short. Mais moi, je comprenais rien. Tu vois, c'était l'été, j'étais en short. Je me suis fait virer du resto parce qu'ils me disaient, mais il faut mettre un pantalon, monsieur. C'était des trucs un peu classe. Moi, j'y connais rien. J'avais 22 ans. Je sortais de mon quartier. J'ai gagné mon voyage. J'arrive en short. Merci Orange. J'arrive en claquette short dans des trucs. Et je voulais pas me rhabiller. Il me disait non. Je dis ouais, je fais ce que je veux, ça va. Je pouvais pas dire j'ai payé. Et toujours ce petit rapport à l'autorité. Oui, et je pétais un câble. Et je disais je mange, je suis habillé comme je veux. Je jure. Alors du coup, il devait trouver quelqu'un qui parlait français parce qu'eux ne parlaient pas français. Et donc je m'énervais en français. J'avais juste bien compris qu'il fallait que je me change et je ne voulais pas me changer. Et je me suis assis. Je me rappelle tout. T'as fait un sit-in? Ah non, mais j'ai pété un câble. J'ai pris mon assiette, parce qu'il y avait une espèce de buffet comme ça. Comme quoi, c'était pas si classe, mais il y avait un buffet. Donc, c'était pas quand même, il se la racontait un peu beaucoup. J'ai pris mon assiette, je me rappelle toute ma vie, ça m'est. J'ai pris mon assiette, et il y a un mec qui est arrivé, j'avais la fourchette, il m'a pris mon assiette, il m'a enlevé mon assiette. Ça m'a fait péter un câble. J'ai fait un scandale. Mais le gars, il est fou, il sait pas qu'il a une ceinture noire de judo et de jiu-jitsu face à lui. En plus, et qu'il faut jamais m'enlever mon assiette. Mais il est intéressant ce rapport à l'autorité. Ben, mais je peux le comprendre, moi j'ai le même souci que toi, si tu veux, peut-être moins exprimé. Mais une autorité dont tu ne comprends pas la légitimité, non, mais c'est ça, ça rend fou. Parce qu'une autorité, c'est pas grave. Non. Mais en fait, déjà, il faut en comprendre la légitimité. C'est ça, en fait, il faut comprendre pourquoi on te donne des ordres. Voilà. Non, je réfléchis, mais j'ai rien de mieux à dire. Et aujourd'hui, dans la vie que tu t'es créée d'ailleurs, des ordres, tu n'en reçois pas. Non. Parce que tu es maître de ta destinée aussi. Alors, tu vois, tu parlais de... on parle d'autorité, puis il y a un mot tout à l'heure que tu as dit, c'est liberté, quand tu t'es retrouvé à Paris. Et ben, ce métier que tu t'es choisi d'humoriste, de comédien et de réalisateur, il y a des contraintes bien sûr, mais c'est un métier de liberté. C'est-à-dire que les projets, tu les fais pas. C'est un métier de liberté, et puis j'ai poussé le vice jusqu'à monter des sociétés autour de mon travail pour être mon propre producteur, vendre mes propres billets. Après, je l'ai fait pour d'autres, etc. Donc ça a pris de l'ampleur, mais au départ, c'était encore une fois pour avoir une certaine liberté et une maîtrise aussi des choses. Après, ça n'empêche pas de travailler en collaboration. Tu vois, oui. Par exemple, il y a des gens qui pensent que j'ai un caractère à pas déléguer. Ça, c'est faux. Je délègue très facilement, mais parce que j'ai des gens extraordinaires autour de moi. Mon noyau dur autour de moi, c'est des gens de confiance que j'ai avec moi depuis... je peux parler de Michael Dion, qui est mon associé. Je l'ai rencontré dans un cours de jiu-jitsu, j'avais 17 ans. Okay. Et c'est mon associé, c'est mon meilleur ami, je suis le parrain de son fils et c'est le directeur général des sociétés qu'on a montées. Tu vois, donc je suis très fidèle et je collabore très facilement. Mais c'est vrai que même moi, je ne donne pas d'ordre. Tu vois, j'ai la chance maintenant d'avoir plein de collaborateurs. Tu vois, je dis pas mes employés. Tu vois, des fois, quand ça m'échappe, je dis employés. Je n'aime pas dire employés. J'allais te poser la question tout à l'heure. Le chat était très content de te recevoir. Ah, bah, je suis content. Salut le chat. Et tout à l'heure, et donc je disais, il fait plein de choses et tout. Et je dis, il est comédien, il est humoriste, créateur. Et quelqu'un me dit dans le chat, oui, non, il est surtout entrepreneur. Je dis, non, il est entrepreneur. Mais si je dis à Jérémy Ferrari en début d'entretien, ça va les faire rire. Ils te disent salut. Salut Jérémy, tu es surtout entrepreneur. Il va me démonter, Jérémy, si tu veux. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai monté. En fait, non, je suis vraiment un artiste, mais c'est vrai que j'ai commencé à me produire. Après, j'ai produit des gens. Après j'ai voulu garder la maîtrise. Très heureux. Ça va, les gars? Ils sont très heureux que tu sois là. Salut les copains, salut les copines. Ils sont très heureux que tu sois là. Tu sais quoi? S'il y en a, pour les Parisiens, là, j'offre 2 places pour l'avant-première au Grand Rex pour tu le choisis. Eh ben, écoute. Un Parisien, hein. La prod, on va créer un mot-clé. Voilà. Avec un tirage au sort. Paul, je te laisse préparer ça. Dis-moi si c'est possible. Avec je te laisse regarder. Quand tu es prêt, tu me dis. Je mettrai un mot-clé. Il y aura 2 places à gagner. Ok, on s'en occupe. Est-ce que tu es un patron sympa? C'est la question que je voulais te poser. Sincèrement, je crois que je suis vraiment un patron sympa. Okay. Mais tu sais, nous, il n'y a pas d'horaire. Tout le monde se tutoie. Je crois que la moitié des collaborateurs avec qui je travaille sont déjà venus en vacances chez moi l'été et tout. Hein. On est vraiment très, très cool. Hein. On fait des vidéos ensemble, on se marre. C'est très, très cool. Par contre, il faut travailler, tu vois. Oui, c'est exigeant. Je suis exigeant. Ça, oui. Tu es très exigeant avec toi-même et je suppose que tu es un peu exigeant avec les autres. Je suis un peu exigeant avec les autres, mais en même temps, tu sais, dès que tu embauches les gens, moi, je suis très, très clair, tu vois, sur la manière dont ça se passe. Donc, en fait, je pense que chez moi,
soit tu es très heureux, soit tu rentres pas dans la boîte. En fait, je pense que tout de suite, tu sens l'ambiance. Tu vois, tu vois, moi, je flique pas les gens. T'as pas à te justifier des trucs, etc. Il faut juste que le taf soit bien fait. Mais j'ai que des passionnés, j'ai que des gens qui sont contents de travailler là. J'ai que des gens qui sont heureux. J'ai que des gens... tu vois, là, je suis passé les voir. Mes bureaux sont à 5 minutes d'ici. On est voisins. Donc là, je suis venu à pied. Et je suis allé les voir. On a déconné, on fait des vannes. Enfin, tu sais, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon esprit. Mais, tout à l'heure, quand on parlera du film, on en parlera parce que du coup, là, il y a un nouveau rôle qui est direct. Tu diriges des acteurs, un directeur d'acteurs, tu vois. Et donc, je te poserai la question de savoir comment ça se passe parce que tu t'es passé un peu de l'autre côté. Mais je garde ça pour tout à l'heure. Tu me parlais d'M6, une expérience d'une semaine. Ah ouais. Alors ça, c'est drôle. C'était super mon programme. Il s'appelait Répondez-lui. J'avais créé le programme le plus court parce que c'était l'époque de programmes courts. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit je vais faire vraiment un programme très court. Alors humour. Alors j'ai plus d'exemple. Je suis désolé, j'ai l'impression de faire une allergie. Il faut que je prenne un antihistaminique. Mais j'ai le même souci que toi. Mais c'est une catastrophe. Tu veux un mouchoir? Non, parce que je vais. Bon, oui, je veux bien un mouchoir. Ah oui, on est sur Twitch, putain, on peut se coucher. Oui. C'est extraordinaire. Mais oui, c'est ça. Parce que je veux plus faire que Twitch. Et oui. Alors si on peut se coucher, on peut tousser. Si quelqu'un a un petit mouchoir, je veux bien. Sopalin, on prend parce que ça arrive. C'est très gentil. C'est incroyable. Bah non, c'est tellement désagréable. Attends. Et qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, donc j'avais créé le programme Répondez-lui. C'est un petit programme court. Et donc en gros, je disais, j'ai plus d'exemples, mais si quelqu'un vous dit ta, répondez-lui ta. Donc c'était très court. Simple. Et c'était très humour noir, très provoque, etc. Donc c'était un tout petit machin, un tout petit module comme ça qui durait vraiment 30 secondes. Mais dark humour noir, c'est important pour la suite de l'histoire. Et c'était dans le Morning Live. Oui. À l'époque du Morning Live. Il y a Zooméo. Putain, comment le nom m'est revenu. Alors là, j'ai aucune idée de comment le nom m'est revenu. Un des gars de la bande de Michael Youn. Voilà. C'est quand Michael Youn est parti, il y avait Zooméo. Je me souviens. Et je sais plus qui avec lui. Les anciens. Et je me rappelle très bien, la première fois, donc là, j'ai genre 18 ou 19 ans, tu vois. Et je me rappelle très bien, la première fois qu'il lance le programme, lui, il n'était pas au courant, tu vois. C'était la prod d'M6 qui avait mis ça. C'était Jacques Pessis qui m'avait programmé le truc. Putain, comment je me rappelle. Ouais, c'est drôle. C'est incroyable. Je rencontre des gens, je passe une semaine avec eux, je ne retiens pas leur prénom. Je me souviens de Zooméo. Je me souviens que ma grand-mère, elle avait un Lhasa Apso noir qui s'appelait Gaver. Je ne sais pas. Mon cerveau il n'y a aucun sens dans le. Il trie. Oui, mais mal. Il trie, mais mal. Et je me rappelle très bien qu'il y a le programme qui passe à la télé et dans le retour caméra, tu as Zooméo qui est comme ça. Parce que c'est quoi? Je sais pas, je pense qu'il n'a pas compris le concept. C'est ton humour, Oui. Et trop tôt le matin, je pense. Et donc du coup, oui, ça... une semaine. Mais moi, j'étais comme un fou. Je pensais que ma carrière... Je pensais que c'était Hollywood. Hein. Du coup, c'est un petit coup de... Ouais, ça m'a fait mal au cœur. J'avais 18-19 ans et après, il ne se passera plus rien pendant un bon moment. Quoi. Déjà, il ne se passait pas grand-chose avant et là, il ne se passera plus rien. Et donc là, moi, j'ai cru que c'était vraiment mon début, tu vois. Mais ce n'était pas mon début. Et est-ce qu'à un moment... Alors, tu te dis, c'est peut-être mon début. Ah, il y a un Kleenex qui arrive, regarde. La prod. Merci, vous êtes extraordinaire. Mais du coup, il va falloir que je me mouche, là. Oui, mais on prend le temps. Écoute, on est sur Twitch, c'est encore une fois. Tu connais, en plus? Oui, je connais. Dans ton entourage, il y a des streamers. Moi, je suis pareil. Arnaud de sa mère, Arnaud qui est beaucoup venu. Je crois qu'il fait un peu moins maintenant. Oui, parce que... il m'en parle plus trop. Je pense qu'il est beaucoup sur scène. Il travaille. Et notamment avec toi. C'est vrai qu'il avait démarré pendant le Covid. Hein. Oui, et voilà. Donc, il avait une communauté qu'il appelait la coco-communauté, je me rappelle. il avait fait un live avec des noix de coco comme ça sur son buste nu. Et je lui avais dit attention quand même, parce qu'un jour le Covid va s'arrêter, il va falloir relancer ta carrière. Hein. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Et il est beaucoup venu sur ma chaîne, d'ailleurs, à l'époque, Arnaud, et on rigolait bien. Puis maintenant, effectivement, il est un peu occupé. Il a un peu moins le temps, ouais. Est-ce que donc là, à un moment, tu te dis, oh, ma carrière est en train de démarrer, et puis hop, ça s'arrête. Est-ce que à ce moment-là, ou à d'autres moments, tu t'es dit, c'est mon rêve, c'est tout ce que tu as dit, la liberté, mais c'est trop dur, ça va pas le faire. Tu as eu des moments comme ça de doute ou pas? Ça, tu me racontes un jour sur deux de ma vie. Ah merde. Parce qu'en fait, faut bien comprendre qu'avec l'humour que je faisais, de mes 17, au moment où je suis arrivé à Paris au Cours Florent, jusqu'à mes 25 ans, ouais, à peu près. En fait, à Charleville, tout le monde m'a dit ça va marcher. Quand je suis arrivé à Paris de mes 17 à mes 25 ans, tout le monde m'a dit ça ne marchera jamais. Il faut comprendre que moi, quand j'arrive à On ne demande qu'à en rire, donc c'est une émission pour ceux qui nous connaissent, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui m'a lancé il y a 15 ans. Laurent Ruquier, qui a lancé une émission tous les soirs. Il y avait 4 humoristes qui venaient faire des sketchs et s'ils étaient bons, il y avait des notes et tout, ils revenaient la semaine d'après. On peut dire que ta carrière, elle décolle vraiment. Elle décolle là. Voilà. Et très vite, pour le coup. Très fort. Parce que c'était la télé encore de l'époque où il y avait à 18h 2 millions, 2 millions et demi. On faisait des primes à 4-5 millions et moi je deviens un des chouchous de l'émission. Oui. Mais avant,
tout ce que je tente rate. C'est-à-dire qu'on ne me prend nulle part. Même des petits. C'est pour ça que je parlais de Top Humour. J'ai dit c'est le seul festival qui m'a pris. Même des tout petits, les petites scènes ouvertes où on prenait la voisine du dessus qui avait écrit un sketch avec son beau-fils. On ne me prenait pas. Comment tu fais pour tanker ça 17 ans, 25 ans, ce que tu décris, comment tu tiens quoi? Ben, je ne sais pas. En fait, je tiens à la rage en me disant je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Je loue des tout petits théâtres dans Paris, donc je cumule les jobs parce que moi je viens d'une famille très modeste, on n'a pas d'argent, donc je viens et en plus pendant ce temps mes parents perdent le peu qu'ils avaient. Donc, du coup là on n'a même plus d'argent du tout, machin, et on n'avait déjà pas beaucoup, mais là on n'a plus rien. Je peux même pas aider mes parents qui perdent tout. Enfin c'est une période très compliquée. Et donc, je loue des tout petits lieux et je joue devant 6, 8, 10 personnes. Je trouve toujours des directeurs de théâtre qui trouvent quand même que j'ai du talent et qui me laissent jouer pendant 6 mois. Puis, ouais, bon, moi, j'arrive. Alors, il faut que je trouve un autre théâtre qui me laisse rejouer pendant 6 mois et je survis comme ça, quoi. Comme les vampires, tu sais, qui mangent des SDF pour survivre pendant 8 ans. J'adore l'image. Parce que dans les films de vampires, ils ont toujours un vampire qu'on croit mort et qui a survécu en mangeant des rats et des SDF dans la rue. Il y a toujours ça. Qui est là au bon moment. Eh ben, dans Entretien avec un vampire, eh ben, le vampire, je ne sais plus si c'est Tom Cruise ou Brad Pitt, il y en a un des deux, il survit comme ça. Il mange des rats et des SDF. Le chat adore l'analogie, mais bah oui, mais évidemment, elle est extraordinaire. C'est une anecdote de cinéphile. L'analogie. Et donc, je survis comme ça, mais j'en peux plus. Je m'épuise. J'ai tout essayé. Tu sais, quand tu es jeune, on te dit, faut être audacieux. Alors, je fais audacieux. Ouais. Je vais attendre Nagui en bas de France Inter. Ouais. Je lui donne mon truc. Bon, il ne s'en souvient pas. Mais bon, on ne me rappelle pas. À l'époque, en plus, moi, j'avais des VHS. Je me rappelle, j'avais des VHS de 10 minutes de moi sur scène, quand je ne sais pas qui avait filmé. Et je me baladais avec des sacs Carrefour avec des VHS dedans et j'allais toquer au prod et je laissais des VHS. J'ai tout essayé. Je toquais à toutes les portes, tous les machins. Je faisais des castings et tout. Il n'y a rien qui prenait, mais rien. Et tu tiens le coup quand même. Je tiens le coup. Parce que à un moment, on peut te dire, bon, écoutez, ça marche pas, c'est trop difficile. Allez, je me range sur un métier. Ça va arriver 3 mois avant On demande qu'à en rire. En fait, j'ai 25 ans. Donc là, l'état des lieux à 25 ans, il est compliqué. Parce que là, j'ai 25 ans. Donc 25 ans, ça y est, tu vois. 18, 19, 20, 21. Normalement, tu es censé savoir 23, ce que tu vas faire de ta vie, quoi. 25, je me dis, attends, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'oseille, je sais pas payer mon loyer, j'arrive pas. T'as le bac, t'as dit Orange. J'ai un bac +2 et je suis meilleur vendeur chez Orange. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, non, en plus, à ce moment-là, je suis plus chez Orange et tout. Je sais pas payer mon loyer, c'était très compliqué. Sauf que là, je me retrouve dans une situation, je me rappelle, un soir, je me bloque dehors, avec les portes de chez moi. Je me bloque dehors. Dehors. J'appelle un serrurier qui me demande 900 € à 2h du matin pour ouvrir ma porte. Je leur dis, mais quoi mais... Faites attention, les gens continuent à se faire avoir comme ça. Ouais. Donc je pète ma vitre pour rentrer chez moi. Seulement... La police. Non. Non, ça va. Je pète ma vitre, le lendemain j'appelle un vitrier qui me demande 900 balles pour réparer là. Je suis sûr que c'est vrai. Qui me demande 900 balles pour réparer. Donc du coup je dis, laissez, donc je mets un sac poubelle pour... le chauffage électrique, j'ai plus de quoi le payer parce que c'est trop cher. Ça me coûtait genre 100 balles par mois, 150 balles par mois, j'avais pas d'argent. Donc je ne chauffe plus le logement, j'ai un truc à fioul. T'as un sac plastique sur la fenêtre, t'as pas de j'ai chauffage. Un fioul. Donc t'as failli être SDF, t'étais à la porte du sud, t'as failli te faire bouffer par un vampire. Parce que je t'écoute. Non mais du coup tout ça, ce que je veux dire c'est que l'état des lieux. Il y a tout qui, à cause de l'humidité dans l'appart, il y a les placos qui se décollent et tout. Et alors là, je dis, mais attends, j'ai 25 ans là. C'est Zola quand même. Hein. Non, mais c'est la vérité, mais moi, j'en souffrais pas. Ouais. Mais si tu veux, je vois juste l'état des lieux. Je dis, mais elle va où ma vie là? J'ai à peine de quoi bouffer, je peux pas payer mon loyer, j'ai pas de chauffage, j'ai pas de vitre. J'ai une vitre pétée, j'ai un sac poubelle dessus. Je dis, il faut que j'arrête, tu vois. Faut que j'arrête, ça marchera jamais. Tu te dis ça. Et je me dis, ça marchera pas. Et donc j'ai un copain, écoute bien le plan B. J'ai un copain qui est à ce moment-là, qui est au Mexique et qui fait rabatteur de touristes dans les boîtes de nuit à Cancun. Je sais pas comment il a trouvé le job. Hein. C'est les mecs de mon quartier. Si, le mec devant, les flyers et tout. Oui, bien sûr. Et il était payé, je sais pas combien de milliers de dollars par mois en cash. Il est logé, il fait la fête et tout. Il rencontre plein de gens. Et il me dit, mais viens. Et je dis, mais tu sais quoi? Ouais, t'as raison. En fait, j'arrête tout ça là. Bah ouais. Je vais aller au soleil, je vais rigoler avec mes potes. Je vais faire la fête, je vais gagner de l'argent, tout va bien, tu vois. Et donc je prends une dernière résidence dans un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre des Trois Bornes, et je me dis, bon, je prends 3 mois dans ce théâtre, s'il ne se passe rien, je fais toujours ça dans ma vie. Je vais à Cancun. Je tente et voilà. Et dans ces 3 mois, on dard. On ne demande qu'à en rire, Ruquier. Et je me dis, je vais me faire buzzer en 1 minute. Ça, je vais dégager tout de suite. Et donc, j'y vais complètement comme M6. Ouais, comme M6. Et moi, qui suis un immense traqueur, c'est-à-dire que même maintenant,
après avoir joué mon spectacle 197 fois, je stresse. Et bien là, j'y vais presque sans stress. Parce que je me dis... T'as plus rien à perdre. En fait, je suis convaincu que je vais être buzzé, mais j'en suis convaincu. Et je me dis, c'est la première fois qu'on me propose un truc où vraiment je peux me faire connaître la télé. Tu pourrais avoir un stress de fou. Eh ben non, parce que je me dis, je vais me faire buzzer et du coup, je partirai à Cancun sans regret. T'as le plan d'après. Tu vois, et ça marche. Waouh. Et donc, je suis sauvé, mais in extremis. Mais là, ça marche avec pourtant ce que tu fais depuis des années. Ouais. Alors, c'est ça qui est fou. On est dans l'hyper subjectif de juger le travail d'un comédien, d'un humoriste. Tu fais là, ce jour-là, ce que tu fais depuis des années, qui n'a pas marché jusque-là. Et là, ça marche. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce que pour la première fois, regarde là, ce qui se passe. Pour la première fois, on me met devant un public. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est plus un directeur de chaîne, c'est plus un directeur d'antenne, c'est plus un animateur. C'est la vraie réaction du public. C'est moi devant une salle pleine et devant des gens derrière leur télévision. Et c'est pas un EHPAD. Et c'est pas un EHPAD. Presque, avec le jury. Mais... et là, ça marche. Et là, ça marche. Les notes, j'ai vu les bonnes notes et tout là. Ouais, et là, ça marche. Donc, si tu veux, et là, après, là, c'est parti. Moi, j'adore parce qu'en fait, tu sais, l'idée de cet entretien, c'est que ce soit un peu inspirant pour les gens qui nous regardent. Tous les gens qui nous regardent, là, les plus jeunes, vont pas forcément devenir humoristes ou comédiens. Mais je crois que dans une carrière pro... Ah, mais ça marche pour tout pareil, je pense. Exactement. Tu as les moments de doute, ce que tu viens de décrire. Les moments de j'y crois, je donne tout, je tente. Mais tu sais, je raconte souvent ce truc. Je dis tu sais, moi, je dis toujours ça. Je dis, tu sais, j'aime bien raconter cette histoire parce que je trouve que c'est... mais s'il y a un mec qui va tous les jours au bord de l'eau, tous les jours au même endroit, tous les jours, il vient pêcher, par exemple, au même endroit de 8h à 20h, tous les jours. Il neige, il pleut, il vente, tous les jours. Les premières années, on va se dire, t'as vu ce gars, il est tout le temps là, il sort jamais un poisson, il pêche jamais rien, machin. Au bout d'un moment, on va commencer à dire que le gars est fou. C'est le fou du lac. C'est le fou du lac, machin. S'il s'arrête là, ça sera toujours le fou du lac. Si un jour ce mec sort un poisson qu'on n'a jamais vu, un truc extraordinairement grand, et qui prend une photo avec, on dira ce mec est un génie. Eh ben, je crois que la vie, c'est un peu ça. C'est qu'en en fait, il faut s'acharner. Et surtout quand on veut faire des métiers comme ça, mais en même temps, n'importe quel métier, il faut jamais abandonner, en fait. Il faut jamais. Mais la séquence que tu viens de décrire, le 17-25 ans, là, waouh. Ben voilà. Bon, bravo. Bon, il y a 1000 trucs dont je voulais parler avec toi, mais je voudrais garder du temps pour le film. Tu vois, notamment sur, tu vois, le spectacle Vente de pièces à Beyrouth, Anesthésie générale. Je ne vais pas tout évoquer, parce que tu as plein de choses, mais dans l'écriture, je sais que toi, tu mets une exigence dans l'écriture. Je pense à Anesthésie générale, par exemple. C'est bien ce spectacle sur lequel tu as dû te renseigner sur l'univers médical pendant très longtemps. Tu as fait un travail de recherche, de documentation. Oui, tous les spectacles sont des spectacles à thème. J'en ai eu un premier sur la religion, j'en ai eu un deuxième sur la géopolitique, la guerre. Ils m'ont tous demandé, tous les spectacles m'ont demandé entre 1 an et 2 ans de recherche. C'est ça. Et Anesthésie générale, il y a eu effectivement pratiquement 1 an et demi aussi de recherche. Alors là, c'était un mélange avec effectivement une analyse du système médical français et un peu des trucs perso, parce que c'est dans ce spectacle que j'ai évoqué mes problèmes d'alcool, etc. Donc ça a été un mélange entre du témoignage et de la documentation. Mais là, c'est un autre aspect de ce que tu fais. C'est-à-dire, bon, il y a faire rire les gens, mais là, pour préparer un spectacle d'humour, tu te dis pas tout de suite, tiens, je vais faire 1 an et demi ou 2 ans de recherche sur le sujet. Toi, tu veux connaître le sujet, maîtriser le sujet comme un chercheur pourrait le faire, comme un historien pourrait le faire, par exemple. Et ça vient d'où cette exigence que tu veux par rapport au sujet? En fait, j'ai compris assez rapidement. Tu sais, j'avais un premier spectacle, c'était sur la religion, et j'amenais la Bible sur scène. Et je lisais des passages de la Bible aux gens. C'est Alléluia, bordel. Alléluia, bordel. Et que tu as écrit après avoir perdu ton ordinateur portable. Ouais, c'est une sacrée histoire, ça. J'avais tout perdu et j'ai réécrit un spectacle qui est devenu celui-ci. Et en fait, c'était mon début de carrière, tu vois, j'avais le texte dans les mains. Et donc, je leur lisais des trucs que je trouvais ouf, tu vois, dans la Bible et tout ça. Et en fait, un jour, et ça marchait 1 fois sur 2. Un soir, ça cartonnait, un soir, ça marchait pas. Un soir, ça cartonnait, un soir, ça marchait pas. Je dis, mais pourquoi j'ai des telles différences de trucs. Et en fait, un soir, je capte. Ah putain, j'ai compris. C'est quoi? En fait, il y a des soirs, ils croyaient ce que j'étais en train de lire, et il y a des soirs, ils pensaient que j'inventais ce que j'étais en train de lire. Et là, j'ai commencé à descendre dans le public tous les soirs pour leur dire, vous allez lisez ce qui a marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une ambiance extraordinaire tous les soirs. Et je me suis aperçu à ce moment-là de la force comique de la vérité. De la réalité. De la réalité. Oh, ok. Et là, j'ai plus voulu arrêter.
Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu allais chercher des dossiers sur des trucs, non seulement ça te permet d'avoir des vannes extrêmement originales que personne n'a fait, ça te permet de creuser un sujet, donc d'être hyper intéressant. Et d'informer les gens. D'informer les gens, de dénoncer des trucs, d'être vachement provocateur en balançant des noms, en balançant des dossiers, en balançant des trucs. Et ça te permet surtout d'avoir 1 an et demi de recherche où tu vas pouvoir prendre tous les trucs qui t'inspirent le plus. Parce que quand moi, je suis en train de rechercher, j'ai mon cerveau qui cherche des vannes tout le temps, tu vois. Et comme moi, je ne suis pas allé à l'école, je trouvais ça hyper chouette de faire des spectacles un peu de vulgarisation. Tu vois, moi, j'ai un esprit neuf puisque je ne suis pas allé à l'école, donc je ne suis pas un intellectuel. Bac plus 2. Donc, Bac plus 2 grâce à Orange. Mais tu vois, du coup, en fait, ça me permettait d'avoir... Tu as un cancre qui se renseigne et qui arrive devant une salle et qui dit « Voilà ce que moi j'ai compris, dites-moi ce que vous en pensez. » Et ce rapport-là, en fait, fait que j'avais des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et qui n'ont pas forcément de culture, et j'avais des intellectuels, parce qu'ils trouvaient que l'analyse était intéressante. Dans l'histoire de l'humour français, est-ce qu'il y a quelqu'un, j'essaie de trouver Tu as fait des trucs à thème comme ça? Oui, quelqu'un qui faisait... Je n'en trouve pas. Non. Qui a fait vraiment des trucs... Je crois pas. Hein. D'actu, d'humour noir, oui, il y en a eu plein. Oui. Mais des trucs comme ça, thématisés, non. Donc c'est une démarche personnelle, quoi. C'est une démarche personnelle. Et Bon. puis maintenant que je l'ai fait, on ne peut plus le faire, parce que tout le monde va dire que tu as copié sur Ferrari. ouais, t'as fait comme... J'ai fait 3 spectacles comme ça, donc là, c'est trop tard. Il y en a un en préparation, d'ailleurs, en écriture? Ouais, un prochain. Bah là, on a fini le spectacle du trio il y a quelques mois. Vous avez rempli les Zéniths. Ouais, c'était extraordinaire. Je dis on, c'est donc... Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samet. Voilà, Zénith, un nombre de dates incroyables. C'était génial. Ça a duré... Enfin bon, c'est mais une grosse ce qui était ouf, réussite. c'est que ça n'a même pas duré longtemps. Ça a duré 6 mois, mais on a eu tellement de monde d'un coup qu'on a pu faire Zénith. Et on a fait ce qu'on fait normalement sur une tournée de 2 ans, on l'a fait en 6 mois. Donc ça, c'est le dernier spectacle. Et le prochain, tu en as déjà parlé ou pas? Ouais, ça va être sur l'écologie. Bah, j'en ai parlé rapidement, mais ça va être sur l'écologie normalement. Et je vais démarrer fin 2027. En fait, après la sortie du film, je me mets à écrire le nouveau spectacle. Ok. Voilà. Et donc, il faut aller voir le film parce que sinon, je vais être un peu déprimé et ça va rendre plus difficile l'écriture du nouveau spectacle. One man. Ouais. Environnement, écologie. Ouais. Il y en a des choses à dire. Ah oui, il y en a plein. Une matière incroyable. Il y en a plein. Et donc, 2027. ouais, je vais commencer un travail. Super. Je vais aller voir un peu je vais commencer à lire des bouquins, m'enseigner sur les sujets, rencontrer des gens. Donc c'est une phase où tu vas un peu disparaître Non, parce que j'ai toujours les duos impossibles, j'ai accepté des tournages au cinéma. Donc non, je vais être là, mais je ne serai pas là, je serai pas sur scène. Pas en solo, en tout cas. Donc, le message vient d'être passé. Allez voir Les Cadors. On va parler du film maintenant. Parce que pour que Jérémy soit dans un bon mood pour écrire, il faut un petit... Si vous voulez un bon prochain spectacle, faut qu'il y ait un peu des entrées sur ce film. Les Cadors, c'est le 11 mars prochain. Jérémy Ferrari à la réalisation pour son premier film en tant que réalisateur. Tu tiens le rôle principal. Tu as accompagné... Alors, c'est 3 rôles principaux. Hein. C'est un film choral. Ok. Avec, je tiens un peu l'histoire, mais en vrai, c'est vraiment 3 rôles principaux. Laura Felpin. Voilà, et Éric Éric Judor. Et puis d'autres. Fred Testo, David Ayala. Fred Testo qui est incroyable. Ça sort le 11 mars. Tu nous disais déjà que là, dans nos avant-premières, tu vois des publics. Voilà, ça marche. Non, mais déjà, c'est Les génial gens parce rient. que j'ai des tournées d'avant-première. Il y a encore des gens qui peuvent voir. On a encore des avant-premières sur Bordeaux et on a un petit peu dans l'est de la France. Cool. Après, c'est fini. Puis on a le Grand Rex à Paris. Après, il faudra attendre le 11 mars. Mais déjà, on a la chance d'avoir des avant-premières qui sont archi pleines. Et moi, on m'avait dit, bon, les avant-premières, c'est pas comme les spectacles, quoi. Ça peut arriver qu'il y ait un peu moins de monde parce que les gens, ils savent que le film sort après et tout. Et là, c'est plein. Et là, déjà, on fait des salles, on fait des 400, des 500, des 600 places dans toutes les villes. Donc, Et les gens rient. Et ouais, les gens. Et ça, c'est une vraie bonne surprise parce que moi, j'ai tout fait pour que le film soit drôle, évidemment, c'est mon métier. Mais je ne pensais pas que ça rirait autant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, mais comme moi, j'ai travaillé pendant presque 9 mois sur le montage, parce que je voulais que tout soit parfait, en fait, j'avais oublié presque toutes les vannes qu'on avait mises partout, tu vois. Et du coup, c'est génial parce qu'il y a plein de trucs. Putain, mais c'est vrai que c'était drôle, ça. Mais tu sais, il y a des trucs que tu as oubliés. On le voit, le parce travail que... de montage. On le voit. On le voit, le travail de montage. Ah, j'ai bossé. On le voit. Alors, j'ai été aidé, parce qu'il faut dire la vérité. Pour le coup, j'ai que des cadors, sans mauvais jeu de mots, autour de moi. J'ai Stéphane Pereira qui a fait le montage, qui est le monteur de Astérix Mission Cléopâtre. Okay. Au son, c'est Vincent Arnardi, qui est le mixeur d'Amélie Poulain. La musique, c'est Chinese Man, qui est un groupe de musique électronique extraordinaire, qui était hier avec moi, parce qu'on était à Marseille, c'est leur ville, qui a fait danser la moitié de la planète depuis 25 ans. Donc, tu as pris des bons. J'ai été entouré par des gens extraordinaires. Et puis, tu as... vous sentez la bande-annonce qui arrive là. Tu as Laura Felpin, Éric Judor notamment. On regarde la bande-annonce, on est obligé. Qui donne un petit aperçu du côté que moi j'ai adoré dans le film. Et je vous le dis très sincèrement, on est sur Twitch, on n'est pas à la télé. Si j'avais pas aimé le film, je vous le dirais. Totalement what the fuck du film, et ça donne ça.
Thibaut InShape, je suis choquée carrément comment t'es gaulé, frère, n'importe quoi. Ah, c'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo, ma puce. Je peux savoir pourquoi on est dans un hammam? On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. Je suis HPI, moi, tu savais? Comme Franck Gastambide. Là, pendant 3 jours, on court. Matin, midi et soir. Il n'y a personne qui va pas croire qu'on est des marathoniens, je te le dis direct, mon pote. Ah, je suis la dernière ou quoi? Marathon du désert, baby. Alors, excusez-moi parce que je suis malvoyant. Et là, je te dis des trucs qui font que ça me fait des... T'as ta main sur moi, Snap. Oui, pardon, j'adore les chiens, mais pas sur le canapé. Ça laisse des traces, c'est sale, ils se lavent pas les fesses, je suis désolé, donc vraiment, ça dégage. Allez, chut, allez. T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier, ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhafi. Je fais pas de mytho, au tout début, on t'a un tout petit peu carotte. Parce qu'on avait besoin de toi pour passer la frontière avec l'argent. Il lui manque un bout au chien, là. L'ascenseur, il s'est fermé, la patte, elle est montée au 6e et lui, il est resté au rez-de-chaussée, frère. C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan, merde? Noé, c'est quelqu'un de gentil. Il se permettra jamais de faire du mal à qui que ce soit. Dans n'importe quelle circonstance, il va d'abord réfléchir, ensuite agir. C'était un meuble? Non, c'était un genou, ça. Aïe. Ça, c'était un meuble, par contre, là. Attends, je te lis quelques réactions, parce que c'est toujours la réaction du public, tu l'attends, toi. Alors, j'aime déjà, incroyable film, je trie pas, hein. Belle ref, Lara Croft, très touchante la fin, il y en a qui ont vu le film, ok. Je suis déjà mort de rire. Moi, quand je vois la BA, je me rends compte qu'il y a des répliques, des moments que j'ai déjà intégrés alors que j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que je pense que plein de gens t'ont déjà dit, mais dans ton film, il y a plein de trucs qui vont devenir sans doute des mèmes. Ah ben, j'espère. Écoute, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Le Thibaut InShape, là, dans le hammam, là. Enfin, tu vois, Laura Felpin qui est incroyable. Et bon, moi, j'ai aimé, tu l'as compris. Je pense que les gens vont aimer aussi. On raconte un peu l'histoire. Avec Donc, plaisir. Je peux te faire le pitch. Tu es Noé. Tu veux tenter le pitch? Oui. Vas-y, essaye. Non, mais je vais être nul. Parce que le pitch, il est... Allez, je pense que c'est mieux que tu le fasses. Ah non, mais je veux bien. Hein. Bah alors, attends, je te le fais. Ouais. Le pitch, c'est un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi. Noé, qui part récupérer une journaliste qui est enfermée dans un camp de djihadistes au fin fond du Sahel. Pour aller récupérer la journaliste, il va devoir embaucher, entre guillemets, en tout cas, il va devoir partir avec une fichée S qui sort d'un camp de déradicalisation plaqué par terre dans les Yvelines, qui s'appelle Zulika. C'est Laura Felpin. Et pour trouver une couverture, il leur faut une couverture, ils vont aller chercher Éric Judor, qui est un malvoyant puceau réactionnaire de 52 ans, qui va faire le marathon des sables. Et toute cette petite équipe va partir faire le marathon des sables avec un chien à 3 pattes qui s'appelle Tribord, qui s'appelle Bobby dans la vie. Ouais, et d'ailleurs, on a tourné dans le vrai Marathon des Sables. Ça, c'est une des grandes chances qu'on a eues. Quand on a commencé à partir au Maroc pour tourner, nous, on devait reproduire le Marathon des Sables. Puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait le vrai Marathon des Sables qui tournait au même moment. Donc, on a appelé le directeur du Marathon des Sables, il s'appelle Cyril Gauthier, que je salue. Et on lui a envoyé le scénar. Il a trouvé le scénar hilarant. Donc, il m'a dit, OK. Tu fais tout ce que tu veux. Et tous les joggers ont accepté d'être filmés. Ce qui fait que dans toute la partie Marathon des Sables, c'est les vrais jogger du Marathon des Sables. Et le départ du Marathon des Sables, c'est le vrai départ. Mais tu sais que je l'ai vu, ça. Parce que tu as devant toi un expert du Marathon des Sables. Je l'ai fait 2 fois. Tu l'as fait 2 fois? 2 fois. Donc tu connais Cyril Gauthier? Oui, et surtout l'équipe d'avant en plus, parce qu'à un moment, la direction a changé. J'ai fait la 29e et la 30e édition. Quand j'ai vu les images de ton film, j'ai bien vu que ce n'était pas une reconstitution. Non, c'est les vrais. C'est le vrai Marathon des Sables, c'est-à-dire ces 1000 fadas qui vont faire 250 km dans le Sahara marocain. Et en fait, il y a une partie de l'intrigue qui est liée à ce MDS, avec Laura Felpin, à un moment, on voit la scène où elle dit bon, c'est pas compliqué, je vais courir. Voilà. Et... c'est pour ça que c'est pas si simple. Mais du coup, ça participe. Tu disais tout à l'heure, quand je vais montrer aux gens dans mon spectacle que ce dont je parle, c'est vrai. Bah, tu vois cet aspect-là, par exemple, où on voit que c'est pas une reconstitution. Mais même c'est important parce que ça. Mais même le film, en fait, moi, au départ, le film, je voulais faire une histoire vraie. Et je trouvais pas une histoire vraie qui me plaisait. Puis avec les co-auteurs, on a commencé à parler de Kadhafi. Et on s'est dit, mais en fait, Kadhafi, on sait que c'était un homme à femme, il était connu pour ça, ça faisait partie des problèmes qu'il avait, c'était pas le seul. Mais on sait que dans les années 80-90, c'était beaucoup en France. Donc on se dit, mais attends, il a pu avoir une aventure, de cette aventure a pu naître un enfant. On part de cette supposition. Donc dans les années 80-90. Ensuite, on regarde, on se dit, en 2011, il meurt. Quand il meurt, il est considéré comme l'homme le plus riche du monde. De l'or. Tout son argent a disparu. Ouais. Il a planqué son argent avant de mourir. Donc l'or, des tonnes d'or, des milliards de dollars, des reliques, des tableaux et tout. Depuis 2011, il y a des chasseurs de trésors, ça c'est vrai, qui cherchent l'argent de Kadhafi. Même au moment où je te parle, il y a des mecs qui sont en train de chercher l'argent. Donc on s'est dit, mais si un gosse est né dans les années 80-90, qui est peut-être son fils... Ça peut être le fils. Ça peut être un de ses fils.
Et il a l'âge, en 2011, de devenir un de ces chasseurs de trésors, et nous, on le retrouve en 2026. C'est l'histoire. Donc ça me permet d'avoir une base. Tu sais, moi, je suis un fan du Père Noël est une ordure, etc. J'aime bien les comédies sociales. J'aime bien mettre plein de fous ensemble et les laisser, les laisser évoluer ensemble. Mais c'est important d'avoir des bases réelles parce que ça rend le truc encore plus fou. Je surveille l'heure 13h14 parce que j'ai promis de te libérer à 13h15. Une dernière question. Comment on devient directeur d'acteur, parce que tu es devenu réalisateur, en étant toi-même comédien? Comment subitement on se met à encadrer le travail d'acteur? Laura Felpin, Éric Judor, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile parce que déjà, j'avais la chance, ça fait 15 ans que je produis des artistes, que je mets en scène des galas, que je travaille avec des humoristes tous les ans. Vrai. Donc c'est un truc que j'ai quand même l'habitude de faire. Oui. Et puis c'est pas difficile quand c'est Éric Judor et Laura Felpin. J'ai écrit les rôles vraiment pour eux. Je l'ai écrit sur mesure. Déjà, c'est des gens extraordinairement talentueux. Dans le film, tu as vu, ils sont ultra drôles, ils font plein d'impro et ils sont aussi très touchants. Donc ça, c'est la marque des grands acteurs. Et en plus, les rôles sont écrits pour eux. Donc ils sont dans leurs chaussons. Et j'ai essayé de donner le meilleur... J'ai essayé de leur donner le meilleur pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, juste dire de temps en temps à Éric Judor, il faut arrêter d'improviser parce qu'il est 20h30 et qu'on n'a plus de lumière depuis 2h30. Mis à part ça, c'est pas très compliqué. C'est incroyable. Bon, il y a plein de surprises dans le film, là, je spoil rien. Concernant par exemple le personnage d'Éric Judor, il y a quand même des surprises. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais ne dis rien. Faut pas spoiler. Mais il y a plein de switches scénaristiques parce que je voulais qu'il y ait plein de surprises dans le film. Il y en a. Et je voulais que... Il y a une vanne à la seconde, il y a une surprise toutes les minutes, le rythme est incroyable. Mais Zulika, on apprend des choses sur elle incroyables. Ryan, on apprend des choses sur lui incroyables. Et puis il y a des personnages secondaires qui arrivent tout le temps. Fred Testo, même le Belge Renaud Rutten, qui est un des otages. Incroyable. En fait, j'aime bien Virginie, qui fait Céline Groussard, l'une des joggeuses qui n'a pas de bras et qui me drague. Bon, en fait, je fais rentrer les personnages secondaires. Je l'avais oublié. Zinzin. Moi, le conseil que je vous donne, je vous donne plusieurs conseils. 1, d'aller voir le film. 2, de déposer votre cerveau. On vit dans une époque suffisamment anxiogène pour qu'on ait le droit de s'offrir des moments. Ah là, c'est 1h35, il faut poser le cerveau par terre et juste se marrer. Juste, oubliez tout ce que je vous ai dit, parce que la façon dont on perçoit une œuvre, tu parlais tout à l'heure de l'iconique que tu étais, qui avait une vision d'un poème, par exemple, ou d'une œuvre littéraire. Tu parlais de Vian et la prof n'était pas d'accord avec toi. Appropriez-vous le film, posez votre cerveau, profitez. Moi, c'est un film que je... Pardon, Paul? Non. Et moi, c'est un film que je serais capable d'aller revoir là. Alors, je l'ai vu il y a une semaine ou 15 jours. Là. Je t'invite au Grand Rex. Attends, il y a des places à gagner. Est-ce qu'on a réussi à mettre en place? 2 places. Paul, on a réussi à mettre le truc en place ou pas? Alors, oui, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'émission est terminée là. D'accord. D'accord. Est-ce que je donne un mot-clé? Jérémy, choisis un mot-clé, ce sera le mot-clé. Et Cador. Cador, K-D-O-R. KDOR. Vous tapez KDOR, et parmi tous ceux qui vont taper Cador, KDOR, il y a un tirage au sort qui va avoir lieu. Voilà. On va, voilà. Donc, et on va tirer au sort parmi tous les Cadors, voilà, ici, du chat, que vous êtes d'ailleurs au quotidien des Cadors. Ah, c'est génial. Et donc, tirage au sort, et puis à la fin, on vous dira qui sont les deux qui ont gagné. Vous allez vous amuser. Hein. Regarde, en attendant le tirage au sort, on va regarder ton CV qui a continué de se remplir parce que tu as... Quel âge tu as aujourd'hui, Jérémy, toi? J'ai 40 ans. Bon, voilà, donc évidemment, tu as une vie qui est déjà bien remplie. Et la voilà, très résumée. Est-ce qu'il y a le bac plus 2? Moi, je voudrais savoir s'il y a le bac plus 2. Formation. Vous avez oublié le bac plus 2. Ouais, mais le faux bac plus 2. On s'en fout. Donc, voilà. Et ça continue, regardez les cadors, les cadors. Ouais. Bon, attends, parce que ça me fait mal au cœur, il y aura trop de gens sur le côté. Tu peux faire gagner 2 places à Paris. Je donne 2 places aussi. Attends, où est-ce que je peux? Je mets 2 places à Bordeaux. Parce qu'on a ouvert une 2e salle, donc je peux offrir 2 places à Bordeaux et je vais offrir 2 places, je crois que je peux, à Herlisheim, parce que c'est dans l'Alsace, ça? Ouais, c'est en Alsace. Comme ça, j'essaie d'offrir des places. Bon, l'avant-première est terminée, donc, mais je peux offrir, j'offre 2 places à Paris, 2 places à Herlisheim et 2 places à Bordeaux. Bon, 6 places, les amis. Parce que j'imagine que là, dans tous, tu vois, il y en a qui ne sont pas tous de Paris, donc ça me fait mal au cœur de... Voilà. Quelle générosité. Ça me fait plaisir. Et en attendant le tirage au sort, il reste 1 minute, c'est l'entretien d'embauche. À la fin de l'entretien MVP, il y a un entretien d'embauche pour t'embaucher. C'est 10 questions, 10 réponses très rapides. Voilà, notre chat se fait la malle. Tu sais, tu as vu, il y a trop de gens. Donc en fait, ça pèse. Donc c'est en train de s'écrouler. T'es prêt? Je t'embauche. On y va. Bon, à la base, je t'embauche même avant l'entretien, mais peu importe. Jérémy, quel est ton plus gros défaut? L'obstination. Quelle est ta plus grande qualité? L'obstination. Qu'est-ce qui te motive à travailler? La passion. C'est du travail en équipe.
Il y a une question? Il n'y a pas de question, là. Bah non, il n'y a pas de question. Si tu veux une réponse, Bah on non. pose une question. Bah, si tu travailles en équipe, j'ai la réponse. Ah, si tu travailles en équipe, Oui. ah, c'était une affirmation. Oui, moi je réponds, il n'y a pas de question. Oui, d'accord. Es-tu capable de travailler sous pression? Oui, bah, je fais que ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai toutes les réponses. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Bah oui, Oui, oui. tu n'as fait que ça toute ta vie. Mais t'as reçu qui avant, là? C'est quoi ce On questionnaire? pose les mêmes à chaque fois. Ah, celle-là, elle est plus difficile. Quelle est ta plus grande réussite professionnelle? Ah, de ne pas m'être corrompu, d'avoir gardé ma liberté d'expression, de ne jamais avoir négocié avec mon rêve. J'ai encore la réponse à la question 8, qui est: est-ce que l'échec te fait peur? Tu m'as dit que oui, tout le temps. Ouais. Moins qu'avant, quand même. Non. Oui. C'est bien en même temps. Oui, mais... Ça maintient l'exigence. Ouais, Mais des fois, ça m'empêche de... psychologiquement, ouais. Tu vois, ça, par exemple, là, je vis une tournée avant-première extraordinaire, et plutôt que d'être content, je me dis, bah oui, T'es mais ça se stressé. trouve, le 11 mars, ça va pas marcher, donc tout... Tu vois, en fait, ça m'empêche un peu, des fois, de vivre les bons moments. Ok. Bon, moi, C'est un peu dommage. Je pense que ça va. Moi, tu sais, j'irai voir tu sais, les premiers chiffres, on dit qu'ils sont très importants. J'irai les voir, sincèrement, parce que j'espère J'espère aussi. qu'ils seront très bons. Tu te vois où dans 5 ans? Écoute, si je peux, dans 5 ans, continuer à faire des spectacles dans des grandes salles et continuer à faire des films, je serai le plus heureux. Et une dernière, si tu devais te lancer dans l'humour aujourd'hui, Mhm. donc tu es le petit Jérémy de 16 ans tout à l'heure, tu commencerais par où? Est-ce que tu commencerais par les comédie clubs, parce que tout ça a explosé depuis, ou les réseaux sociaux? Je pense que je commencerai par les comédie clubs. Ah. Me connaissant, parce que j'aurais besoin de me prouver une légitimité devant quelques personnes avant de trouver le courage de m'exposer devant d'autres. Parce que ça aurait existé à ton époque, ça. Ouais. Bah, Tout jeune, tu aurais fait ça. ouais, il y avait déjà quand même. Il y avait un C'était pas petit les peu. comédie clubs, mais c'était des petites scènes ouvertes. Mais de toute façon, on ne me prenait pas. Donc, je pense qu'à 16 ans, à l'heure d'aujourd'hui, j'irai en comédie club. On me dira encore non et je recontinuerai un autre parcours. Bravo Jérémy pour tout ça. Mais merci Et Samuel. hop, pour le 11 mars. Voilà. Et Fort Boyard. Hein. Tu crois qu'il faut encore qu'on aille se casser des trucs? Se péter l'arcade? Se Génial. fouler la C'est un cheville? bouton avec toi, Fort Boyard, tu pars direct. Mais ouais, moi j'ai toujours promis que je le ferai jamais, mais si un jour tu m'envoies un SMS, tu me dis Sam, j'ai dealé qu'on y va tous les deux, en vrai, on pourrait se fendre la gueule. Et pourtant, Dieu sait si je veux plus le faire ce truc. On a les gagnants, Paul, c'est bon? C'est gagné? C'est gagné. Allez, super. C'est bon? Alors, on en a 3 déjà. Big Taros. Comment tu dis? J'ai faux. Bon, j'ai faux, t'as tout bon. Et Dumbfust, voilà. Parfait. Et on va continuer le tirage au sort pour les 3 autres places. Jérémy, super. merci. Merci. Plein de belles choses. Je te Merci. souhaite le meilleur pour le 11 mars. Pour la suite aussi, pour le spectacle dont tu nous as parlé sur l'environnement et l'écologie. Il va falloir attendre 2027. Oui, mais ça fait, on a un peu le temps. Ça fait bien envie quand même. On a un peu le temps. Voilà. Eh ben, merci à tous. Hein. ah ouais. C'était super Bah, sympa. tu sais, les gens étaient vraiment très heureux de te Merci voir. les copains. Là. Ça se voit, ça se voit. Mais ça fait 2-3 jours déjà qu'ils se réjouissent. Eh ben, j'étais ravi de venir. Et pardon, parce que quand je suis avec un invité comme ça, je lis moins le chat, donc moins les éventuelles questions. Ah, Et je m'en excuse, mais ils sont habitués, ils savent que dans ces cas-là, je suis... regarde tous ces petits cœurs pour toi. c'est trop gentil. En régie, je vous laisse faire un raid, si vous le souhaitez, vers une chaîne que vous trouvez sympa, parce que c'est dommage de ne pas faire de raid. Et on se retrouve ce soir, alors pour un truc bien moins drôle, quoique, pour le réact de mon passage hier à l'Assemblée Oh, nationale. génial. T'as donné ton salaire? Non. Ah, tu es au courant de cette histoire? Mais tout le monde parle que de ton salaire en fait. Ah, Hier j'étais à Martigues, il m'a dit c'est combien il est payé Étienne? Ça- On n'arrête pas. Tout le monde fait des pronostics. je suis richissime. Devant la... Parier sur le salaire de Samuel Etienne et remporter 2 places pour l'avant-première à Paris. Un tirage au sort sera effectué. À ce soir 20h, il y a un moyen où c'est quand même un petit peu drôle. Merci Jérémy. Merci. À très vite. À ce soir les amis.